Les dimanches au bord de l'eau, chantés par les peintres et les poètes, ont marqué l'histoire de la Marne et de la Seine aux portes de Paris. Ce sont peut-être ces images, ces musiques qui me ramènent fréquemment dans ce quartier ouvrier d'Alfortville, si riche en souvenirs d'enfance. Je me souviens de cette eau noire du fleuve que l'on devinait à travers les planches disjointes de la passerelle rouillée que nous empruntions le soir à la fin des jeudis passés chez nos grands-parents. J'aime traverser le pont d'où l'on devine le confluent avec la Marne, l'odeur de moisi qui suinte des immeubles aux façades tristes de cette rue simple aux vitrines modestes et sans joie. J'aime revenir à ce carrefour de la rue Véron où se tenait le cours de comptabilité et de sténodactylo que ma grand-mère avait créé avant la guerre et dirigé pendant plus de 40 ans. Il s'appelait Marcel Roussy. C'était mon père. Il est né en 1906 dans cet immeuble où il passa son enfance. L'intégration dans cette banlieue industrielle de Paris s'est avérée très difficile pour ses parents qui étaient originaires d'un petit village du Lot. Mon grand-père exerçait le métier particulièrement insalubre d'égoutier à la ville de Paris. Son activité lors des grandes inondations de 1910 lui valut la médaille de sauvetage, symbole du grand-père dévoué et courageux. De nombreuses années avant la création de son cours de sténodactylo, ma grand-mère était vendeuse à la Samaritaine, sans repos hebdomadaire et avec l'obligation de rester debout devant son étalage. Comme tous les camarades de son quartier, Marcel suit les cours de l'école communale, avant d'entrer au lycée Charlemagne, qu'il est contraint de quitter après la classe de seconde. C'est ainsi qu'il entre très jeune dans la vie professionnelle comme employé dans diverses petites entreprises parisiennes. Pour lui, c'est l'époque de la découverte d'un Paris authentique, laborieux et éternel qui allait nourrir la sensibilité de l'artiste qu'il ne tarderait pas à devenir. L'harmonie architecturale de cette ville sera pour lui sa source d'inspiration principale. C'est la ligne régulière de bateaux sur la Seine qui le conduit à Paris. Ce trajet quotidien qui emprunte l'une des plus belles arrivées sur la capitale a vraisemblablement impressionné le jeune Marcel, qui représentera plus tard Paris, la Seine et ses ponts dans de très nombreuses peintures. Son service militaire lui permet de faire le plus grand voyage de sa vie. Il part pour de longs mois au Maroc, pendant la guerre du Rif. De ce pays superbe qui marquera profondément, il ne rapporte cependant que quelques photos, pas la moindre esquisse, ni le moindre dessin. Il passait ses vacances dans un petit village du Lot, dans la maison de ses grands-parents. Il aimait beaucoup cette région aux paysages changeants, d'une vallée à l'autre, des gorges sauvages du Ségala au plateau aride d'Écosse. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'est cette lumière exceptionnelle qui confère une magie certaine à ces paysages harmonieusement vallonnés.
C'est un de ces paysages qu'il représentera sur une de ses premières peintures. Elle s'appelait Marie-Rose Boutonnet, mais tout le monde l'appelait Mimi. C'était ma mère. Elle est née en 1912 à Saint-Christophe, un petit village de l'Aveyron, où son père, Adolphe, était instituteur à l'école de garçons. Il était originaire du pays minier de Decazeville. Bien que père de 2 enfants, il a été envoyé en première ligne et tué dans les premières années du conflit. La mère de Mimi, également institutrice, a dû surmonter un autre deuil, celui de son petit garçon, emporté par la grippe espagnole. Mimi eut une jeunesse heureuse, mais très protégée entre sa mère et ses grands-parents. C'est au mariage de sa meilleure amie qu'elle a fait la connaissance de Marcel. Le mariage a eu lieu en 1933 dans l'église des Récollets à Saint-Céré. Le jeune couple s'installe rue Gabriel à Charenton, où il restera jusqu'à la déclaration de guerre. C'est le temps heureux d'avant-guerre. La naissance de Françoise, les promenades au bois de Vincennes. Ce n'est pas encore le temps de la création, mais celui de la découverte et de l'étude des grandes œuvres et de leur intégration dans une démarche personnelle. La naissance de Georges, leur deuxième enfant, a lieu juste avant la déclaration de guerre. En 1940, le jeune couple quitte Charenton pour s'installer à Sainte-Geneviève-des-Bois, charmante commune de la Seine-et-Oise, dans une maison qu'il loue près de la chapelle. À cette époque, mon père travaille à la ville de Paris. En 1943, dans les années les plus sombres de la guerre, naît Jean-Pierre, le benjamin de la famille. Après la guerre, mon père reprend ses études interrompues et passe ses diplômes de géomètre et d'ingénieur urbaniste, tandis que se termine la construction d'un pavillon dans lequel la famille emménage en 1948. Mimi consacre sa vie à sa famille. C'est l'âme de la maison qui distribue sans compter l'amour qu'elle porte en elle pour nous élever. Son jardin fleuri de myosotis et de capucines déborde de poésie simple. Bien que son travail et ses occupations familiales ne lui laissent guère de temps pour peindre, la peinture prend de plus en plus de place dans la vie de mon père. Il étudie les œuvres, les écrits des grands maîtres qui le guideront toute sa vie. C'est à cette époque que mon père réalise ses premières toiles importantes. Un paysage du Lot en constitue à nouveau le sujet. Cette toile de facture classique sera rapidement suivie par des œuvres marquées par les courants contemporains.
En 1946, avec quelques amis peintres et photographes, mon père crée le salon de l'art libre. Ce premier salon se tient dans une salle d'un petit café sympathique de Sainte-Geneviève. L'idée maîtresse est d'offrir au plus grand nombre la possibilité d'exposer ses œuvres et de trouver un milieu favorable à la discussion et aux échanges. 64 ans plus tard, ce salon devenu le Salon du Hurquois est l'un des plus importants de la région parisienne. Grâce à mon père, des artistes aussi prestigieux que l'URSA ont exposé certaines de leurs œuvres. Mon père notait des idées concernant son travail, des commentaires, des extraits de textes des grands maîtres de la peinture et de l'art en général. Maman lui tapait à la machine les textes importants qui constituent son discours de la méthode. Pour moi, il ne peut y avoir création artistique sans une idée directrice initiale forte qui s'impose à l'artiste. Il m'apparaît que l'origine de l'idée est la fixation d'une émotion, soit à la suite du souvenir d'une musique, d'une conversation, d'un toucher, de la vue, d'une couleur, d'une lumière, d'un site, de la perception d'un parfum, d'un goût, à la suite d'un dessin automatique. Cette sensation, même fortuite, va catalyser, hors de toute chronologie, une certaine quantité de données associatives. L'idée, un instant apparue, va disparaître, plus exactement s'occulter, réapparaître, disparaître à nouveau, un nombre indéfini de fois. Ce battement se produira jusqu'à ce qu'un jour, l'idée devienne plus impérieuse, exigeante, elle devient alors une véritable commande intérieure. Alors, un croquis spontané, d'un contenu considérable mais d'une expression très elliptique, fixera l'idée sur le papier. Ce premier croquis va à son tour être déchiffré, traduit jusqu'à ce que, à la suite d'un nombre parfois considérable d'études tour à tour abandonnées puis reprises, apparaissent enfin les composantes du tableau. Marcel aimait travailler dans le grenier de la maison du Lot. Il tendait lui-même les toiles sur des châssis de fortune qu'il avait fabriqués. Il y traçait à grands traits de fusain la composition de ses futurs tableaux. Avec l'idée du tableau, naît aussi celle de sa couleur, d'abord lumière, puis climat. Une couleur dominante s'impose à l'artiste, d'un symbolisme affectif qui va déclencher une véritable émotion chez celui qui regarde l'œuvre. L'idée est fixée, l'œuvre est déterminée dans son étendue. Elle ne supportera désormais aucune altération de ses dimensions. Mon père aimait partager la passion de la peinture avec ses amis. Au cours de discussions interminables dans l'atelier qu'il avait aménagé dans la maison, ou plus fréquemment dans la salle à manger familiale, parfumée d'un mélange d'odeurs de fumée de cigarette, de café et d'huile de lin. Des directions principales hiérarchisées se dégagent des croquis successifs. Ces courbes sont de véritables fonctions intuitives de l'événement, expression de tension, de pression. Elles ont leur perspective, elles sont directionnelles. Elles sont directement intégrées à la couleur matière, elles intègrent les expressions de l'espace et du temps. Cette notion de représentation de fonction intuitive comprend bien sûr l'arabesque classique qui noue et lie deux événements plastiques de la toile. Je considère que le compartimentage est une des données fondamentales de la composition spatiale.
Il permet d'exprimer dans une partie du tableau, hors du temps et dans des dimensions qui déterminent elles-mêmes un compartiment de l'espace, un événement pictural qui fait partie du thème principal. Ces espaces compartimentés sont limités le plus souvent par des droites. Ces compartiments ont leur climat, c'est-à-dire leur lumière. La couleur permet au regardeur une incursion en profondeur dans un espace-temps qui est différent de celui exprimé par la toile regardée dans sa totalité. C'était un homme de progrès, engagé, élu municipal. Paris où il travaillait, et qu'il connaissait dans ses moindres recoins, a été sa principale source d'inspiration. Non seulement parce qu'il était urbaniste et particulièrement sensible au caractère unique de cette ville, mais parce que c'était un humaniste reconnaissant la grandeur de l'homme. L'homme, capable de transformer la matière minérale brute, pierre ou métal, en chef-d'œuvre éternel, en humble murette du Causse, en réalisation industrielle, traçant la voie à des futurs meilleurs. Rares sont les œuvres où apparaissent des hommes. C'est leur œuvre qui est représentée. À 68 ans, maman est touchée par une terrible maladie. Mon père prend tout en charge et masque les grandes difficultés que cela entraîne. Son esprit n'est plus à la peinture. Il ne se relèvera jamais de la disparition de Mimi. C'est le temps de la terrible absence. Le temps des souvenirs, du bonheur passé. C'est le temps des bilans et de la solitude d'où la création artistique est bannie et rejetée. Un mois après la disparition de Mimi, mon père trace les premiers traits d'une peinture qu'il lui consacre. Seuls quelques traits de construction figurent sur la toile quand il est foudroyé par une crise cardiaque. Cette ultime peinture avait pour titre Le jardin de Mimi.